Vendredi 27 février 2015 à Lyon. Il est 17h quand Rodolphe et Graziella Jacquier prennent la route pour se rendre à Toulouse. Leur fille, Maureen, 19 ans, habite la Ville Rose et ils ont prévu d'y passer le week-end avec elle. En chemin, il y a la mère qui envoie un message à Maureen, à sa fille, pour bien s'assurer qu'elle sera là et l'avertir qu'ils sont en chemin. Et en fait, pas de réponse. Enfin, en tout cas, en route, elle ne s'inquiète pas outre mesure. Mais en arrivant sur place vers 22h30, les parents s'étonnent que leur fille ne leur ouvre pas la porte de chez elle. Elle ne répond pas aux appels qui ont été lancés sur le trajet. Pas davantage aux coups de sonnette qui vont être réalisés par les parents une fois arrivés sur place. Et un peu angoissé, le père de Maureen décide de faire le tour puisqu'il connaît les lieux. Par chance, l'appartement est au rez-de-chaussée et la baie vitrée donnant sur le jardin est entrouverte. Et finalement, ils vont pénétrer dans l'appartement, le père d'abord, et être confrontés à une scène effroyable. Il va retrouver le corps ensanglanté et recroquevillé entre son lit et le mur de sa fille. Elle est morte. Elle est indiscutablement morte. Aussitôt avertis, les hommes du SRPJ, le service régional de police judiciaire de Toulouse, se rendent sur place accompagnés d'un médecin légiste. Il est minuit 20 quand leur constatation sur le corps de la jeune fille débute. Elle est habillée comme elle a l'habitude de dormir, c'est-à-dire qu'elle a un petit top et un petit boxer. On la retrouve recroquevillée, une jambe repliée. Elle est sur le dos et elle présente de nombreuses traces de blessures à l'arme blanche sur le thorax, vers le visage, le cou. En examinant les rigidités cadavériques, le médecin légiste détermine une fourchette de temps concernant l'heure de la mort, entre 12 et 24 heures. Autrement dit, entre la nuit précédente, vers 1h30 du matin, et le jour même, en début d'après-midi. Quant à la scène de crime, particulièrement sanglante, elle témoigne de la violence de l'agression. Les murs sont maculés de sang, le lit est taché, la pauvre jeune fille baigne dans son sang puisqu'elle a été victime d'une hémorragie massive. Et dans une scène aussi violente que celle-là, évidemment, il doit exister des indices. Effectivement, près du corps, les enquêteurs remarquent un premier indice qui attire leur attention. On découvre une lampe frontale, ce qui est quand même un petit peu surprenant, parce que qu'est-ce que vient faire une lampe frontale à côté du corps? Cette lampe ensanglantée est aussitôt mise sous scellé pour être expertisée, tout comme la housse de couette retrouvée sur le lit et également tachée de sang. Les investigations se poursuivent. Dans les autres pièces de l'appartement, tout est en ordre, ce qui semble éliminer la piste d'un cambriolage qui a mal tourné. On peut considérer que c'est le crime d'un rôdeur, mais un rôdeur qui rentre dans une maison, d'abord il va tout fouiller. Ensuite, vraisemblablement, il va voler. Et peut-être, il va se livrer à une agression sexuelle. Or ici, il n'y a rien de ça. On retrouve dans l'appartement tous les papiers de Maureen Jacquier, sa carte de crédit, aucun objet de valeur qui a été volé. Ça n'est certainement pas le produit d'un voleur, puisque rien n'a été manipulé, n'a été dérangé. Pour les enquêteurs, le chemin emprunté par le tueur pour pénétrer dans l'appartement semble évident. L'agresseur n'a manifestement pas forcé la porte d'entrée de l'appartement. Il est vraisemblable qu'il ait emprunté la baie vitrée. En observant attentivement cette baie vitrée, les policiers y relèvent un indice qui peut s'avérer essentiel pour identifier le meurtrier, une empreinte palmaire. Une empreinte palmaire, c'est une empreinte des paumes de la main. Et en fait, cet élément est envoyé également au labo pour voir s'il n'y aurait pas des correspondances avec le fichier des empreintes digitales.
En poursuivant leurs investigations dans la salle de bain, les enquêteurs y découvrent un quatrième indice, une serviette de bain humide et striée de marques sanglantes très particulières. En fait, les traces de sang, qui sont assez rectilignes, pourraient correspondre à un couteau qu'on a essuyé après le crime. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là. Sur le rebord du lavabo apparaissent des gouttes de sang diluées, comme si on avait tenté de le nettoyer. Aussitôt, des techniciens de scène de crime passent la pièce au Blue Star, un procédé chimique qui permet de révéler des traces de sang même après leur effacement. On découvre effectivement qu'il y a d'infimes traces de sang non visibles à l'œil nu sur le lavabo et autour du lavabo. Donc on peut imaginer que le ou les auteurs aient tenté de nettoyer assez grossièrement quand même la scène de crime après la commission des faits. Les experts pulvérisent ensuite du Blue Star sur tous les couteaux de la cuisine. Après avoir nettoyé l'arme du crime, le meurtrier l'a peut-être tout simplement remise à sa place. Mais le produit ne réagit sur aucun couteau. En revanche, les enquêteurs constatent qu'un porte-couteau est incomplet. Donc ça pose une question, si jamais c'est ce fameux couteau qui manque dans la cuisine, donc l'agresseur serait venu et aurait trouvé l'arme du crime sur place. Fort de tous ces indices, les enquêteurs commencent à envisager un premier scénario concernant le déroulé des faits. On peut se demander si la personne n'aurait pas eu une altercation avec la victime et suite à cette altercation, se serait saisie d'un couteau dans la cuisine et aurait sauvagement assassiné la jeune Maureen. Dans l'espoir de trouver des traces ADN du meurtrier, les experts effectuent également des prélèvements minutieux dans toutes les pièces et sur toutes les poignées de porte de l'appartement. À 4 heures du matin, les constatations se terminent. Tandis que le corps de Maureen Jacquier est transporté à l'Institut médico-légal de Toulouse pour y être autopsié, une enquête est ouverte pour homicide volontaire. Dès le lendemain matin, les policiers effectuent une enquête de voisinage en espérant que quelqu'un aura vu ou entendu quelque chose. Malheureusement, après un porte-à-porte minutieux, personne dans les 24 heures précédant la découverte du corps n'a entendu de bruit de lutte ou de cris. Donc au niveau des témoins auditifs, on n'a à peu près rien du tout. En revanche, un couple de voisins apporte un indice important. Tous deux sont certains qu'ils ont vu Maureen Jacquier sur le parking de leur résidence vers 10 h le matin de la découverte de son corps. Mais détail étonnant, ces deux témoins affirment que la jeune femme était en tenue de jogging. La voisine dira, elle portait un survêtement. Je ne peux pas me tromper, c'est le même. Et alors que lorsque, comme vous le savez, on découvre Maureen chez elle, elle est en tenue de nuit. Or, le fait qu'elle soit découverte morte en tenue de nuit laisse supposer qu'elle a été surprise dans son sommeil. Par chance, la résidence de Maureen Jacquier est équipée de caméras de vidéosurveillance. Immédiatement, les enquêteurs réquisitionnent les enregistrements pour vérifier le témoignage des voisins. Et en fait, il s'avère que ces images sont de très très mauvaise qualité. Et en fait, on distingue quasiment rien. Et donc, c'est pas du tout exploitable. Après cette enquête de voisinage, les policiers décident de s'intéresser à la vie de la jeune femme. Ils espèrent y trouver des éléments qui feront avancer leur enquête. Maureen Jacquier, elle n'est pas de Toulouse. Elle a grandi à Lyon, dans une famille plutôt modeste, de la classe moyenne. Et cette jeune fille, sans histoire, on peut le dire, a une passion depuis qu'elle est toute gamine, c'est les avions. C'est ainsi qu'à l'âge de 15 ans, Maureen décide de réaliser son rêve, construire des avions. Et pour ce faire, elle n'hésitera pas à quitter le giron familial qui est confortable. Elle va prendre baluchon et valise pour aller s'installer à proximité d'un lycée professionnel que l'entreprise Airbus propose à ses futurs employés. Elle est très indépendante parce que se retrouver à 15 ans, à 500 km de sa famille, c'est pas donné à tout le monde. La jeune fille s'installe ainsi à Toulouse où elle intègre le lycée Airbus.
très bonne élève, elle obtient son bac professionnel avec mention bien. En 2014, grâce à sa persévérance, Maureen voit son rêve se réaliser. Elle est embauchée par Airbus comme mécanicienne aéronautique. Elle fait les 3-8, comme on dit, elle est ouvrière de haut niveau et elle donne entièrement satisfaction à ses employeurs. Donc on va chercher un peu dans le domaine de la vie privée, évidemment, et on va voir que Maureen est très appréciée de tous ses proches, de sa famille, et qu'elle a plutôt la joie de vivre, elle aime bien sortir, elle a des copines. On lui reconnaît très volontiers une dimension joviale, dynamique. C'est une très bonne amie, elle est fidèle dans ce registre, elle apprécie la vie. C'était Maureen, aimée de tout le monde, appréciée de tout le monde, avec un caractère entier et le sens des valeurs. Et c'est elle qui a été tuée d'une façon la plus épouvantable que l'on puisse imaginer. Sébastien Garnier, collègue et ami de Maureen, se souvient d'une jeune femme volontaire qui avait su s'imposer dans un milieu très masculin. C'est une personne qui ne se laisse pas faire, parce qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait. Elle sait s'affirmer, elle a un sacré caractère. D'ailleurs, ça ne participe pas avec certains collègues, parce qu'elle ne se laissait pas faire, elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Au fil des auditions, les enquêteurs se demandent aussi si le fait d'être une des seules filles dans cet univers, si elle n'a pas éveillé des jalousies ou des sentiments qui n'auraient pas été réciproques. Il y a ce souci de pouvoir s'affirmer et peut-être de mettre à distance des personnes qui sont lourdement insistantes, y compris par rapport aux attraits qu'elle peut présenter au niveau de l'ambiance masculine d'Airbus. En plus, en poursuivant les auditions, les enquêteurs apprennent une information importante. Depuis 2 mois, Maureen entretenait une relation secrète avec son ancien tuteur de stage. Ils sont assez discrets là-dessus, quoi. Après, bon, ça peut se comprendre, il y a des jalousies, donc bon, c'est pas évident. Cette entreprise est un microcosme où l'on travaille ensemble, où l'on sort parfois se détendre ensemble et où on passe des week-ends ensemble. Et donc Maureen, qui avait quand même la volonté de ne pas afficher sa vie, faisait en sorte que les choses puissent se passer de manière la plus discrète possible. La jeune femme a-t-elle suscité le ressentiment, voire la haine d'un ou d'une collègue qui aurait cherché à se venger? Cette hypothèse paraît crédible. Mais pour la confirmer, les enquêteurs auront besoin de poursuivre leurs investigations. Ils vont interroger plus de 150 personnes de l'entourage de la petite Maureen, en leur posant évidemment des questions sur la nature des relations qu'ils entretenaient avec elle. À toutes fins utiles, les policiers prélèvent l'ADN de tous les proches de Maureen Jacquier pour d'éventuelles futures comparaisons. 155 prélèvements ont été faits dans l'entourage de Maureen Jacquier, c'est-à-dire toutes ses relations, tous ses collègues de travail, pour voir si éventuellement l'ADN pourrait matcher, comme on dit. C'est un travail de Romain, puisque par définition, un protocole extrêmement précis et extrêmement exigeant est mis en œuvre pour obtenir une correspondance ou une absence de correspondance au niveau des différents profils ADN. L'urgence est désormais de s'intéresser à l'emploi du temps de la jeune femme pendant les heures qui ont précédé sa mort. Première certitude, le jeudi 26 février 2015, soit la veille de la découverte du meurtre, Maureen Jacquier était sur son lieu de travail. Grâce à l'utilisation de son badge professionnel, les enquêteurs constatent que la jeune femme a quitté le site d'Airbus à minuit 40 exactement. On est en équipe décalée. Moi, j'étais de la vacation de jour et elle était de la vacation du soir. L'exploitation de son téléphone portable permet de la localiser ensuite. Son téléphone vient corroborer effectivement le fait que directement après sa journée de travail, elle est rentrée chez elle. Il est alors 1h du matin, mais à partir de là, son portable n'est plus actif. Et en interrogeant ses proches, les policiers apprennent que lorsque la jeune femme travaillait ainsi de nuit, elle dormait toute la matinée suivante pour récupérer. La reconstitution de cet emploi du temps permet aux enquêteurs de tirer une conclusion évidente. Contrairement à ce qu'avaient affirmé les voisins de la victime, il est impossible qu'elle se soit trouvée le vendredi matin à 10h sur le parking de la résidence en tenue de jogging.
Ça montre que quand même le témoignage humain est toujours faillible, en fait, est sujet à caution. Les jours passant, on n'est plus tout à fait sûr de l'heure, on n'est plus tout à fait sûr de la personne. Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qu'on a vu? Alors que dans les preuves scientifiques, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus certain, de beaucoup plus solide. Le 2 mars 2015, soit 2 jours après la découverte du drame, le corps de Maureen Jacquier est autopsié. Le médecin légiste commence par un examen externe. Objectif, déterminer le nombre exact de coups de couteau reçus par la victime. On s'aperçoit de l'ampleur des dégâts, c'est-à-dire qu'on ne retrouvera pas moins de 63 plaies provoquées par la même arme blanche. Un tel nombre de coups traduit clairement la violence et l'acharnement du meurtrier. 63 plaies, 63, occasionnant des plaies du foie, de l'aorte. Donc une volonté, une rage de tuer. Les plaies sont d'ailleurs assez désorganisées. On sent bien que c'est dans une colère forte. C'est pas un meurtre de sang-froid commis par un tueur professionnel qui serait contenté d'un coup de couteau dans le cœur ou d'un coup de couteau dans la carotide. On est sur un déferlement de sauvagerie. Parmi toutes ces blessures, 34 sont situées sur les avant-bras et les mains de la victime. Parfois des plaies d'empaumement lorsqu'une main a été tendue pour essayer de saisir la lame. Parfois des plaies longues sur les avant-bras, des plaies dites de défense. On retrouve des plaies extrêmement profondes au niveau des doigts et des mains, ce qui est le signe évident que cette gamine s'est défendue jusqu'à la mort, bec et ongles. Le constat est terrible, d'autant que la jeune Maureen s'est certainement vue mourir. Pour occasionner autant de lésions, bien évidemment, le décès n'a pas pu survenir en quelques secondes. On est en termes de minutes avec un S, 10 minutes, 15 minutes d'agonie avant d'aboutir au décès. L'expert effectue ensuite divers prélèvements, notamment sous les ongles de la victime. Leur analyse permettra peut-être d'y trouver des traces ADN du tueur. À l'examen interne, le légiste identifie rapidement les coups de couteau qui ont provoqué la mort de la jeune femme. Une plaie au niveau du cou atteint la carotide externe. 2 plaies thoraciques ont atteint l'aorte. Ces plaies ont occasionné un saignement très important et ont été à la cause du décès. En analysant la disposition des blessures, l'expert est également capable d'en déduire un scénario criminel. Le début de l'agression se passe sur une personne très probablement allongée, au moment où les premiers coups sont portés ou du moins l'agression commence. Donc on a la position d'un auteur qui est debout ou peut-être à genoux sur le lit, mais en tout cas en position de hauteur par rapport à la victime. Une victime essayant de se relever sans doute. Le légiste examine ensuite la forme et la profondeur des plaies, ce qui lui permet de déterminer le type d'arme blanche utilisée par le meurtrier. On arrive jusqu'à 4 à 5 cm sur certaines plaies. Certaines ont même le talon. Ça veut dire que l'arme est allée jusqu'à la partie que l'on peut tenir d'un couteau. C'est très évocateur d'un couteau de cuisine où il y a cette partie où on peut bien tenir. Il y a un talon qui délimite la lame et qui a heurté la peau sans la rompre, mais qui a laissé une marque. Concrètement, l'arme du crime que les enquêteurs devront rechercher est un couteau de cuisine dont la lame mesure entre 10 et 15 cm. Pour préciser le créneau horaire au cours duquel la mort est survenue, le légiste analyse ensuite le bol alimentaire contenu dans l'estomac de la victime. Et cet indice confirme que Maureen Jacquier a bien été tuée dans la nuit et non le matin de la découverte de son corps. On va trouver un bol alimentaire qui correspond à l'alimentation du soir, bol alimentaire qui n'a pas été digéré, donc on est proche de l'ingestion de ce repas. On peut le dater aussi parce qu'il y a de l'urine dans la vessie. On n'est pas tout à fait proche du moment du coucher, quelques heures se sont écoulées. Donc on va être très probablement en pleine nuit quand les faits se passent. Enfin, l'expert ne relève aucune trace d'agression sexuelle. Toutefois, pour les enquêteurs, on peut imaginer qu'il a essayé d'avoir des relations sexuelles avec elle, qu'elle aurait refusé, et que là, pétant les plombs, comme on dit, il se serait saisi d'un couteau et qu'il aurait sauvagement poignardé la jeune fille.
Le 16 mars 2015, soit 17 jours après le meurtre de Maureen Jacquier, les enquêteurs reçoivent les premiers résultats des prélèvements effectués sur la scène de crime. À commencer par l'analyse de l'empreinte palmaire retrouvée sur la baie vitrée de l'appartement. Malheureusement, c'est un mélange d'empreintes palmaires entre celle du père qui, il faut s'en souvenir, est rentré le premier par cette baie vitrée, et celle de la victime, donc de sa fille. Et donc cette empreinte palmaire sur laquelle comptaient pas mal les enquêteurs ne donne rien. Autre déception pour les enquêteurs, les résultats sont également négatifs concernant les prélèvements effectués sur le corps de la victime lors de l'autopsie. Pourtant, la jeune femme portait 34 plaies de défense qui auraient toutes pu contenir l'ADN de son agresseur. Mais pour Alexandra Schlenk, experte en génétique, cette absence s'explique facilement. Quand il y a beaucoup de sang, on a souvent majoritairement la victime et il y a peut-être un autre ADN inconnu en dessous, mais on ne va pas le voir parce qu'il y a tellement de sang que cette empreinte génétique va être cachée par l'empreinte majoritaire. Même déconvenue concernant les recherches d'ADN pratiquées dans tout l'appartement de la victime. Aucune empreinte génétique inconnue n'apparaît. Quant au sang retrouvé dans le lavabo de la salle de bain, c'est celui de Maureen Jacquier. Pour les enquêteurs, c'est clair, le meurtrier avait pris toutes les précautions avant d'agir. Nous sommes en février, il est sans doute porteur de vêtements à manches longues, il est peut-être ganté. Tandis que la lampe frontale et la serviette de bain sont toujours en cours d'expertise, un autre indice va enfin parler. La housse de couette retrouvée sur le lit de la victime. On va découvrir des taches de sperme. Et ça, on peut peut-être imaginer que ce sperme-là appartient à l'agresseur, ce qui permet aussi de réouvrir la piste d'un crime sexuel. À partir de ces traces de sperme, les experts parviennent rapidement à extraire un ADN masculin. Et donc, on compare cet ADN, ce sperme qu'on a trouvé sur la couette, à celui de tous les proches de Maureen Jacquier. Et il va matcher, comme on dit. Il va matcher avec qui? Avec son petit copain du moment. Le 14 avril 2015, soit 45 jours après le meurtre, Arnaud, le petit ami de Maureen Jacquier, est donc convoqué au SRPJ de Toulouse. Les enquêteurs, ils ont affaire à quelqu'un qui est complètement effondré parce qu'il a perdu la femme qu'il aimait. Les deux jeunes gens avaient effectivement des projets d'installation et d'autres projets en commun. En clair, vous commencez à vivre un deuil qui est par définition injuste. Et dans le même temps, vous comprenez que vous pouvez potentiellement être suspecté par rapport à cette annonce terrible. Face aux enquêteurs, le jeune homme de 25 ans reconnaît sans difficulté qu'il a vu Maureen pour la dernière fois quand tous les deux ont quitté leur travail, autrement dit, quelques heures avant le meurtre. Il la laisse et dans la journée de vendredi, il essaye de l'appeler. Elle ne pourra jamais lui répondre puisqu'elle est morte dans la nuit de jeudi à vendredi. Interrogé sur son alibi, Arnaud affirme qu'il est rentré directement chez lui après avoir quitté Maureen sur le parking de leur lieu de travail. Et après vérification, il s'avère que ce jeune homme en fait habite chez ses parents et que la nuit supposée du crime, en fait, son téléphone borne chez ses parents, c'est-à-dire pas du tout à l'endroit où le crime a été commis. Les gendarmes procèdent tout de même à des vérifications, notamment en interrogeant les parents du jeune homme. Ses parents attestent formellement de sa présence cette nuit-là, qu'il est rentré après son travail, qu'il n'a pas bougé de la soirée, donc on peut dire qu'il a un alibi qui est assez solide. Et en plus, le jeune homme a l'air véritablement et très sincèrement dévasté par la disparition de sa petite amie et qu'il n'a pas du tout la tête de l'emploi, comme on dit. Donc les enquêteurs referment la porte du petit copain. Tandis que l'enquête repart à zéro, le 1er mai 2015, soit 2 mois après le meurtre, un coup de théâtre relance l'affaire. Ce matin-là, Xavier Lalu est à la rédaction de son journal d'information locale en ligne. C'est un jour férié, du coup c'est moi qui suis de permanence et donc qui suis chargé d'animer le site d'actualité et donc de veiller à la bonne publication des articles, de réagir quand il y a d'actu et puis de modérer les commentaires quand il y en a qui apparaissent sous certains articles. Et justement,
quand le journaliste vérifie la mise à jour des publications. J'ai une alerte, un petit ping qui m'alerte qu'il y a des commentaires qui ont été écrits sous l'article qui concerne l'affaire Jacquier. Et du coup, je vais voir, et là, j'hallucine un peu. Dans ce message étonnamment précis, un certain Steven s'accuse très clairement du meurtre de Maureen Jacquier. C'est quelqu'un qui dit qu'elle lui a manqué de respect, qu'il est allé prendre un couteau dans la cuisine et qu'il l'a poignardée. Et que, de mémoire, elle a que ce qu'elle méritait ou quelque chose comme ça. Cette autodénonciation interpelle particulièrement le journaliste. Et pour cause. Ce qui m'alerte dans ce commentaire, c'est vraiment les détails qui sont indiqués. Puisqu'en fait, ça reprend un peu les premiers éléments d'enquête. Il explique que c'est un couteau, un grand couteau, qu'il est allé le prendre dans la cuisine, puis qu'il est allé la poignarder dans la chambre. Malgré tout, Xavier Lalu hésite à contacter la police. Je suis un petit peu embêté, parce que je suis pas policier, mais à la fois je me dis je peux pas prendre non plus la responsabilité d'écarter ça, sachant que l'enquête elle avançait pas et qu'elle piétinait. Le journaliste décide finalement de prévenir le SRPJ de Toulouse, qui prend immédiatement l'information au sérieux. C'est quand même une piste intéressante parce que les enquêteurs sont toujours un peu dans le flou, ils multiplient les auditions chez Airbus, mais il n'y a pas de piste qui émerge plus qu'une autre. Pour tenter de démasquer l'auteur de ce message, une recherche est ordonnée afin de trouver depuis quel identifiant de connexion il a été envoyé. Rapidement, les experts en informatique parviennent à localiser une adresse à Rodez, à environ 150 km de Toulouse. Quelques jours plus tard, la police judiciaire va à Rodez de bon matin pour aller interpeller un couple. C'était de cet immeuble et de cet appartement qu'émanait en fait le commentaire qui était apparu sur notre site internet. Le couple est immédiatement placé en garde à vue. Si l'homme affirme n'être au courant de rien, sa compagne, en revanche, passe rapidement aux aveux. En fait, ils se rendent compte que c'est une dispute conjugale qui a mal tourné et que la femme de ce couple, en fait, pour se venger dans le cadre de cette dispute, a pris l'ordinateur de son compagnon et est allée s'auto-accuser d'un meurtre pour lui nuire par la suite. Et donc, on vérifie évidemment leur téléphonie, leur déplacement, sauf que dans la période du crime, leurs téléphones bornent tous à Rodez, et donc c'est véritablement une piste qui se referme à ce moment-là. Une fois de plus, l'enquête est dans l'impasse. Et pour les policiers, le goût de l'échec est de plus en plus amer. Car malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent toujours pas à mettre la main sur le meurtrier de Maureen Jacquier. Quand même, ce qui ressort à l'époque, c'est l'aspect fantôme. Il y a quelqu'un qui s'est introduit chez elle, dans une résidence, qui lui a mis 63 coups de couteau, et qui s'en va, et que personne ne voit rien, et qu'on n'a toujours aucune piste. Le 5 mai 2015, soit un peu plus de 2 mois après le meurtre, les enquêteurs reçoivent les derniers résultats des indices saisis sur la scène de crime. Et coup de théâtre, sur la serviette retrouvée par terre dans la salle de bain, tout comme sur la lampe frontale découverte près du corps, un même ADN masculin apparaît. Cet ADN masculin, sachant qu'on le retrouve sur cette fameuse serviette où on a nettoyé le couteau sur l'élastique de la lampe frontale, et on peut imaginer que c'est peut-être l'ADN du meurtrier. Mais ce n'est pas tout. Car à l'issue de nouvelles analyses, ce même ADN masculin est décelé sur la housse de couette de la victime. Une serviette de toilette, une housse de couette et une lampe frontale. C'est à partir de ces éléments que va se sceller le sort de l'enquête. Aussitôt, cet ADN inconnu est comparé à tous ceux des hommes appartenant à l'entourage de Maureen Jacquier. Et le 8 juin, à l'issue d'un mois de recherche, le propriétaire de cette empreinte génétique est enfin identifié. C'est le grand tournant de cette affaire, cet ADN masculin qui match, c'est la lumière après des semaines et des mois de brouillard, je dirais. Ça match. Et on met un nom par rapport au prélèvement, c'est Sylvain Boulet. Il va falloir poser des questions serrées à l'intéressé parce que la présence de son ADN est extrêmement incriminante à ce moment précis. Qui est Sylvain Boulet? Âgé de 25 ans, ce jeune homme est un collègue de travail de Maureen Jacquier. Mais il l'a également connu hors du cadre professionnel. Ils travaillent ensemble
Comme de nombreux collègues de travail de Maureen Jacquier, Sylvain Boulet, il a été interrogé quelques semaines auparavant. Dans sa première audition, il s'est montré extrêmement évasif. Pour résumer, il la connaissait, il l'a mieux connue à une certaine époque parce qu'elle était la compagne d'un de ses amis. Et donc on voit que Sylvain Boulet était dans la galaxie vraiment très proche de Maureen Jacquier. Lorsqu'il avait été entendu, Sylvain Boulet avait affirmé qu'il ne voyait plus la jeune femme depuis qu'elle s'était séparée de cet ami. Mais les enquêteurs se souviennent que son comportement les avait un peu intrigués. Une des obsessions de Sylvain Boulet durant ses auditions, c'était de dire qu'il avait fréquenté son appartement plus de 2 mois, 2 mois et demi avant le meurtre de la jeune Maureen Jacquier. Ça ne sent pas une sincérité spontanée. On sent véritablement qu'il s'adapte. Sachant que son ADN a été retrouvé à plusieurs endroits dans l'appartement de la victime, les enquêteurs décident de placer Sylvain Boulet en garde à vue. Nous sommes le 10 juin 2015, soit 3 mois et demi après les faits. Mais étonnamment, le jeune homme, dont le casier judiciaire est vierge, n'a pas du tout l'air déstabilisé par son arrestation. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est qu'il est froid pour ne pas dire glacial. C'est quelqu'un qui ne bouge pas un cil, Sylvain Boulet. Il n'est pas dans l'émotion, il est dans le contrôle permanent. Il analyse, il réfléchit. Sylvain Boulet est tout d'abord réinterrogé sur les relations qu'il entretenait avec Maureen Jacquier. À la surprise des enquêteurs, il reconnaît immédiatement avoir menti lors de sa première audition et explique qu'en réalité, il a été l'amant de Maureen. Il va dire que oui, ils avaient une relation entre eux qui était plus ou moins secrète et qu'en fait, il était venu plusieurs fois et que ce qui expliquerait la présence de son ADN sur la couette et dans d'autres endroits dans la maison. En revanche, le jeune homme réaffirme que la dernière fois qu'il a vu Maureen, c'était bien en décembre 2014, soit 2 mois avant le meurtre. On commence à lui dire, oui mais attendez, parce que votre ADN, on le retrouve sur la housse de couette, qui est contiguë à l'endroit où elle a été frappée sauvagement, la petite Maureen, et on retrouve votre ADN sur une serviette qui a servi au meurtrier à essuyer effectivement l'arme qu'il a utilisée. L'ADN, il peut se conserver pendant des mois, des années. C'est pour ça qu'on traite des cold cases aujourd'hui. Après, sauf à ce que la victime n'ait jamais lavé sa housse de couette, il paraît quand même peu probable que cette trace biologique de Sylvain Boulet reste sans être dégradée et permette de caractériser une empreinte génétique identifiable. Et il fallait admettre avec lui qu'elle était une souillon relativement négligente et que ça pourrait justifier que son ADN ait survécu compte tenu de l'absence d'hygiène de la petite Maureen Jacquier. Les explications du suspect sont loin de convaincre les enquêteurs. Ceux-ci l'interrogent alors concernant la présence de son ADN sur la lampe frontale retrouvée sur la scène de crime. Le jeune homme reconnaît que l'objet lui appartient, mais il affirme l'avoir tout simplement oublié chez la victime. Ça sera effectivement son fil rouge. À chaque fois qu'on lui annonce quelque chose, il réfléchit vite et essaye de réfléchir bien. Et il dit, non mais cette lampe frontale, lorsque j'ai été couché chez elle, elle est tombée de mon sac de vêtements de rechange. Il a toujours réponse à tout, Sylvain Boulet, pour s'exonérer de la moindre forme de responsabilité. Si le suspect a réponse à tout concernant les indices qui semblent l'incriminer, les enquêteurs veulent en savoir plus sur son emploi du temps pour la nuit du meurtre. À ce sujet, Sylvain Boulet explique avoir quitté son travail à minuit 30 ce soir-là. Il est ensuite allé boire un verre dans un bar, puis en quittant l'établissement vers 2 h du matin. Il a décidé de trouver refuge dans un parking parce que comme il a bu et qu'il a peur de prendre la voiture alors qu'il est à 12 minutes de chez lui, il reste enfermé dans l'habitacle, il somnole, il s'endort. Et puis il rentre chez lui, il se précipite sur la machine à laver, il met son linge, il prend une douche avant d'aller se coucher. Ce détail intrigue particulièrement les enquêteurs. Pourquoi le jeune homme a-t-il décidé de lancer une machine à laver avant d'aller se coucher à une heure aussi tardive? C'est un alibi qui, pour le coup, là, devient extrêmement détaillé, mais qui suscite la volonté de vérifier au niveau des services d'enquête. Une perquisition du domicile de Sylvain Boulet est aussitôt ordonnée. Et une fois sur place, les enquêteurs tombent des nues.
On découvre le parfait petit manuel du collectionneur d'armes. Il a des magazines, il a des armes blanches. Bon, manifestement, c'est un hobby revendiqué et assumé. Le jeune homme semble être passionné par tout ce qui comporte une lame. Dans l'espoir d'y retrouver l'arme du crime, les policiers examinent minutieusement tous les couteaux trouvés sur place. On cherche voir s'il n'y a pas un des couteaux qui pourrait correspondre, donc on les place au Blue Star et ça ne donne rien. Mais ces résultats n'étonnent pas les enquêteurs, car cette perquisition a lieu pas moins de 3 mois et demi après le meurtre de Maureen Jacquier. Assez logiquement, les couteaux qui sont retrouvés au domicile de quelqu'un qui prétend ne pas être l'auteur d'un meurtre et qui a eu plusieurs mois pour se préparer ne vont rien donner. Les vêtements que le jeune homme portait le soir du meurtre, ainsi que son véhicule, sont également passés au Blue Star, ce procédé chimique qui permet de révéler des traces de sang même après qu'elles ont été nettoyées. Mais là encore, les résultats sont négatifs. C'est absolument nickel partout et donc pour les enquêteurs, ça pourrait confirmer le fait qu'il ait fait ce grand nettoyage après avoir peut-être assassiné Maureen Jacquier. À l'issue de ce premier interrogatoire du suspect, les enquêteurs veulent procéder à plusieurs vérifications. Avant tout, ils décident de réentendre les amis de Maureen Jacquier sur la réalité des relations qu'elle entretenait avec Sylvain Boulet. On est sur quelque chose d'invraisemblable, en tout cas qui n'est pas cohérent et que moi je qualifie sans détour de pur mensonge, de pure invention. Ce que dirait la meilleure copine de Maureen Jacquier, c'est qu'elle avait tendance à se livrer sur sa vie sentimentale. Et s'il y avait eu ne serait-ce qu'un début de relation intime entre elle et Sylvain Boulet, elle l'aurait forcément dit à cet ami. En revanche, la meilleure amie se souvient que Sylvain était très attiré par Maureen, au point de devenir un peu trop insistant à son égard. Maureen, d'après son entourage, elle en avait un peu ras-le-bol des approches lourdingues de Sylvain Boulet. C'est-à-dire qu'il faisait souvent des allusions sexuelles et qu'il poursuivait un peu de son assiduité la jeune fille. En tout cas, elle l'avait un peu remis à sa place, excluant toute relation avec lui. Aux yeux des policiers, ce nouvel élément pourrait bien faire basculer l'enquête. Pour les enquêteurs, ça peut constituer un début de mobile, cette relation qu'il aurait espéré avoir avec elle et qu'elle refusait absolument. Est-ce qu'il ne se serait pas défoulé sur elle, n'ayant pas pu parvenir à ses fins? C'est la question centrale. Les enquêteurs se concentrent alors sur la vérification de l'emploi du temps que Sylvain Boulet leur a livré pour ce fameux soir du 27 février. Pour cela, ils interrogent la jeune femme avec qui il vit. Celle-ci confirme qu'il est rentré plus tard que d'habitude cette nuit-là, aux environs de 4 heures du matin, précise-t-elle. En revanche, elle s'étonne concernant l'arrêt qu'il aurait fait sur un parking pour se reposer avant de rentrer chez lui. Elle affirme même qu'il ne s'est jamais comporté de la sorte. C'est la première fois qu'il s'arrête en bordure de parking pour se reposer avant de parcourir la poignée de kilomètres qui le sépare de son lit. On est à 10-12 minutes aux horaires qui nous préoccupent, c'est-à-dire aux alentours de 2 heures du matin, il n'y a pas de circulation, il peut rentrer chez lui. Les enquêteurs épluchent alors les images enregistrées par les caméras de surveillance du parking où Sylvain Boulet affirme s'être assoupi. On s'est dit, mais la bande de la caméra va permettre de déterminer si oui ou non il était là, si son véhicule était là et s'il était dedans. Malheureusement, il s'avère que ces images n'ont pas été conservées par la société de vidéosurveillance. Il est donc impossible de les récupérer. En parallèle, une expertise en géolocalisation du téléphone du suspect est demandée pour la nuit du drame. Les enquêteurs espèrent qu'elle permettra de le localiser précisément après son départ du bar. Le relais qui desservait le bar va être activé aux alentours de 2 heures du matin. Et puis ensuite, il va prendre le relais route de Bayonne. Et il est en route, soit dans la direction de son domicile, soit dans la direction de celui de la victime, puisqu'il faut emprunter effectivement le même tronçon pour parcourir le chemin. Effectivement, à 2h16 du matin, très précisément, le téléphone de Sylvain Boulet est géolocalisé sur la route de Bayonne, à 3 km du domicile de Maureen Jacquier. Mais à partir de cet instant précis,
On retrouve de l'activité et des échanges d'SMS entre M. Boulet et sa compagne jusqu'à 2h16 dans la nuit du 27 février. Ensuite, il n'y a plus aucune activité, que ce soit d'échange de messages, soit d'échange d'appels, soit d'échange de données. Et on retrouve de l'activité vers 3h56 du matin. À cette heure-là, le téléphone du suspect est géolocalisé à son domicile. Mais entre 2h16 et 3h56, il reste un vide de près de 2 heures qui ne manque pas d'interpeller les enquêteurs. 2 heures, ça laisse largement le temps de se rendre dans le quartier des Minimes chez Maureen Jacquier, de l'agresser, de la tuer, d'essayer de faire disparaître des indices et de rentrer tranquillement chez soi, voir sa petite copine, comme si de rien n'était. Interrogé à ce sujet, le suspect explique qu'il n'avait plus de batterie à ce moment-là. Pour en conserver un minimum avant de rentrer chez lui, il a donc décidé d'éteindre son téléphone. Malheureusement, une telle affirmation est techniquement impossible à vérifier par les experts. Dans des films américains d'espionnage, on repère un téléphone qui n'est pas allumé. Non, un téléphone qui est éteint ou on a enlevé la batterie, il n'est pas repérable. En revanche, le fait qu'il ait éteint son portable ne fait que renforcer les soupçons sur la culpabilité de Sylvain Boulet. Il aurait voulu ne pas pouvoir être repéré et que son téléphone ne puisse pas être exploité, il s'y serait pas pris autrement. Le 10 juin 2015, soit 3 mois et demi après le terrible assassinat de Maureen Jacquier, une jeune mécanicienne aéronautique de 19 ans, un suspect est enfin placé en garde à vue. Il s'agit de Sylvain Boulet, un de ses collègues. Mais ce jeune homme de 25 ans nie toute implication dans le meurtre. Pourtant, l'expertise de son téléphone livre plusieurs indices étonnants. Tout d'abord, son portable était curieusement éteint au moment même où le crime a été commis. Mais ce n'est pas tout. Quand j'ai extrait les données, je constate que entre le 27 février et le 9 mars, il n'y a plus rien. Et c'est quand même étonnant que, par hasard, il y ait un trou pile au moment des faits. Ainsi, après l'ultime activité enregistrée à 3h56 ce 27 février, le téléphone de Sylvain Boulet ne contient plus aucune donnée. Pour l'expert, ceci ne peut être dû qu'à une manipulation assez complexe. C'est quand même assez rare. C'est pas donné à tout un chacun. Ça demande quand même une bonne connaissance de ce type de matériel. C'est un travail assez important. Sylvain Boulet est aussitôt interrogé à ce sujet. On lui demande de l'expliquer, il ne sait pas. Il n'a pas la compétence technique voulue. On a essayé de savoir qui avait pu conseiller M. Boulet. Il semblerait que ce soit un camarade qui séjournait en Russie et qui, peut-être sans savoir pourquoi, a conseillé en lui disant comment il fallait faire. Malgré les dénégations du jeune homme, l'étau se resserre inexorablement autour du suspect. Dans le jargon de la police judiciaire, on dit qu'il est un peu beau comme un soleil parce qu'il a tout pour plaire aux enquêteurs. Il y a l'alibi qui est très fragile et il y a cette téléphonie intraçable dans cette période de 2 heures. En plus, il a cet ADN masculin qui match. Tout ça, c'est une série d'indices graves et concordants qui fait que, mis bout à bout, pour considérer que Sylvain Boulet doit être cru dans sa stratégie de défense, il faudrait qu'il soit en quelque sorte l'homme le plus malheureux depuis la création de l'humanité. C'est ainsi que le 11 juin 2015, soit 4 mois après le meurtre de Maureen Jacquier, Sylvain Boulet est mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré. Quand les proches de la jeune femme sont informés de la nouvelle, c'est la stupéfaction. Là, quand on a appris ça, c'était le coup de massue. Bon, c'est une personne qui bosse à côté de moi. On a eu discuté quelques fois. Rien ne laisse paraître qu'il va faire ça après. C'est monsieur tout le monde, quoi. Personne ne s'attendait à ça. Les enquêteurs s'interrogent. Qu'est-ce qui a pu pousser Sylvain Boulet, ce jeune homme apparemment sans histoire, à commettre un crime d'une telle violence? Pour mieux comprendre la personnalité du suspect, un expert est mandaté pour dresser son profil psychologique. Dans le cadre d'un homicide, on va chercher s'il existe des prédispositions de la personnalité pour un homme qui pourrait, par exemple, être violent, réactif, jaloux, possessif, ou pour
toute une série de raisons qui précèdent le passage à l'acte. Donc on va chercher un peu la personnalité du sujet et on va analyser la situation pré-criminelle. Dans le parcours de Sylvain Boulet, le psychologue repère un premier indice qui pourrait être signifiant. À l'inverse de sa victime, le jeune homme n'a pas réussi à réaliser son rêve professionnel. Lui, il voulait faire des études universitaires et il avait l'ambition de devenir médecin. C'est évident qu'il a été frustré, il a très mal vécu cette orientation. Lui, il se vivait comme un intellectuel. Mais au fond de lui-même, il restait quand même cette frustration très importante et ce rejet, finalement, de ce métier et de cette entreprise. Je ne peux pas m'empêcher, moi, de faire un parallèle par rapport à la fulgurance de la réussite, effectivement, de la petite Maureen. Est-ce que ça peut jouer un rôle inconscient dans le fonctionnement psychique de Sylvain Boulet? La réponse est affirmative. Autre élément apparemment déterminant, l'expert relève que le jeune homme est animé d'un désir envers les femmes qui semble insatiable, voire pathologique. Il ne se cache pas de son intérêt pour la gente féminine et de l'exigence de sa libido. Ses amis professionnels diront qu'il ne peut pas parler d'autre chose, il est très porté sur le sexe, qu'il a d'énormes besoins. C'est quelqu'un qui a un intérêt très marqué pour la sexualité un peu débridée, pour la sexualité un petit peu libre, avec les prostituées et les escortes. Donc possibilité de possession, possibilité d'emprise, de maîtrise sur les personnages féminins. Pour le psychologue, ce profond besoin d'emprise pourrait expliquer la frustration que Sylvain Boulet a ressentie quand il s'est vu repoussé par Maureen Jacquier. Et de cette frustration a pu naître une violente colère. Si, d'aventure, il a tenté d'avoir une relation sexuelle avec elle et s'il s'est heurté à un refus, il a pu donc exploser sur le plan agressif. Et il suffit parfois d'une étincelle pour que les choses se déclenchent. Un mot, une phrase, des émotions particulières. Et donc, cela peut déraper très vite. Quant au fait que le suspect n'ait aucun antécédent judiciaire, ce n'est bien sûr pas incompatible avec un passage à l'acte meurtrier. Je crois malheureusement que n'importe qui peut tuer. Parce que il y a des caractéristiques de la violence qui se mettent en place. Alors soit le sujet les résout par le raisonnement et par un certain niveau de contrôle, soit il ne peut pas les contrôler. Et à ce moment-là, on peut assister à des déclenchements majeurs d'agressivité chez des gens qui ne sont pas fondamentalement agressifs. Malgré l'absence d'aveu de la part du suspect, les enquêteurs imaginent aisément le parcours criminel suivi par Sylvain Boulet ce fameux soir du 27 février 2015. Il se serait rendu directement, un petit peu aviné, chez Maureen Jacquier vers 2 h du matin. Il va sur place avec une lampe frontale. Une fois sur place, le jeune homme s'est certainement glissé dans l'appartement par la baie vitrée restée entrebâillée. Puis il s'est discrètement approché du lit. Il l'a manifestement surpris dans son sommeil. On peut imaginer la terreur qui a saisi la future victime en voyant arriver un inconnu dans le noir avec une lampe frontale dans sa chambre. Il va sauter sur le lit, mais Maureen ne peut pas accepter ce genre de choses. C'est une lutte. Maureen a été frappée après avoir glissé de son lit. En dépit d'avoir été surpris dans son sommeil, cette jeune fille s'est battue comme une lionne. Et elle a résisté effectivement autant qu'elle pouvait à son agresseur. Au terme de l'instruction, et bien que ce jeune homme de 25 ans continue de nier toute participation au meurtre, les policiers du SRPJ de Toulouse ont la conviction qu'ils ont réussi à percer tous les mystères de cette enquête. Je pense qu'il y a quelques années, une affaire comme ça, on n'aurait pas pu véritablement la résoudre parce que les témoignages humains sont très fragiles, il n'y a pas de vidéosurveillance et je pense qu'il y a 15 ou 20 ans, une affaire comme ça aurait rejoint la pile des cold cases, des affaires non résolues comme on dit, mais que là, c'est une fois de plus l'ADN, la science, les progrès de la science qui ont permis par l'ADN à trouver la clé du mystère. Reste, pour les proches de Maureen Jacquier, le souvenir de cette jeune fille de 19 ans rayonnante dont la vie a soudain été fauchée. Cette gamine, elle avait la vie devant elle.
Tout devait lui sourire. Elle n'aura jamais la joie de pouvoir se marier, de présenter ses enfants à ses parents, de partager des choses. Enfin, j'ai envie de dire que c'est d'une injustice et d'une cruauté absolue. C'est pas humain. On ne peut pas s'acharner sur une personne comme ça. Je comprends pas. Si c'était un rayon de soleil au milieu d'un monde de brutes, on ne fait pas ça à une personne. Le plus dur à comprendre, c'est pourquoi cet acharnement, quoi. Pourquoi? C'est pas possible. C'est pas possible.